pour le staff technique et un fourgon pour le matériel. C'est comme le président des États-Unis quand il arrive en France, il vient avec des personnes qui sont là au service des joueuses. Donc on est aussi, même au niveau féminin, dans un autre monde. Oui. Oui. Les Américains ont toujours. Mais c'est ça le haut niveau. Le haut niveau. C'est ça le haut niveau, c'est se donner, d'avoir déjà les moyens et puis d'avoir une organisation très pointue. Ce ne sont pas des gens qui sont descendus à Paris le jour du match. Il y a un staff qui est descendu au moins 1 ou 2 ans avant pour repérer les lieux. Comme ça, c'est fait pour l'équipe de France en Russie, pour savoir quelles sont les meilleures conditions, étudier le trajet, le transport. Il y a toute une logistique en amont. Moins de temps. Et la logistique, elle est importante pour le résultat. Et en réalité, la seule logique, c'est de ne laisser aucune place à l'improvisation. Et ça tant sur le terrain qu'en dehors. Et c'est cette dimension-là, justement, qui permet à une équipe telle qu'elle soit et d'atteindre les objectifs. On rappelle qu'elles sont championnes en titre. Quand même, et de permettre aux acteurs, les sportifs, qu'ils soient masculins ou féminins, de se consacrer qu'à la pratique de la discipline. Ils ou elles ne devront faire que ça. Qu'au jeu. Oui, voilà. ok, donc elle passe 13-0 à la Thaïlande. Après 3-0 au Chili, hier ça, 3-0 au Chili. Pour l'instant, elles font peur. D'ailleurs, certains calculaient pour ne pas gagner, de peur de les rencontrer. Mais quand on va aller au bout, il faut rencontrer tout le monde, il faut battre tout le monde. Hein. Oui, il y avait un article d'un confrère qui disait « La France a-t-elle raison d'être leader ?» Est-ce qu'il ne serait pas mieux de perdre? Parce qu'en quart de finale, ça peut faire France-États-Unis. Mais c'était également un signe fort de cette équipe des États-Unis. Il faut rappeler que sa dernière défaite, je crois, en amical, c'était contre l'équipe de France. Oui. La Coupe du Monde s'effectue en France. À mon avis, il y avait en tout cas l'envie de marquer le coup et de surtout de dire attention. Okay, on est là. On a vu que les Américaines sont archi favorites, on peut le dire. L'Allemagne revient, même si ce n'est pas très beau. J'étais impressionné par l'Espagne, même si ça fait 0-0. L'Espagne, au niveau du jeu, je trouvais ça bien. Donc l'Espagne peut être aussi une équipe candidate pour la victoire. Ce qu'il faut peut-être retenir aussi de la remarque que tu fais, c'est que à chaque pays, sa culture. Et c'est vrai que l'Espagne, c'est même jeu, voilà, c'est pas possible ça. Ça me dit, je me suis dit, c'est les garçons qui jouent le même jeu, même philosophie de jeu, passe-côte, ballon au pied. Oui, mais c'est une identité de jeu que choisit une fédération en accord avec sa direction technique et qui s'applique dès les petites catégories. Ouais. On apprend la culture espagnole. Comme pour le Barça. Les jeunes qui commencent à jouent comme les seniors. C'est pareil. En tout cas, l'Espagne m'a fait bonne impression. Et puis le Brésil, qui a été battu par l'Australie, mais qui a bien réagi, le Brésil qui sera là. On arrive à la France, hein. Comme je disais, 3 matchs, même si certains diront que c'est tiré par les cheveux, c'était pas beau, mais ça fait quand même 3 matchs, 3 victoires pour la France. Oui, et puis la compétition, elle est longue. Hein. Il ne s'agit pas non plus de commencer de mettre les gaz trop tôt. On a vu ça, hein, puis après, s'effondrer. Et puis après on plonge. Donc là, je pense que c'est une équipe qui est dans une bonne dynamique, avec quand même des bases sûres, qui est chez elle, avec un mental, avec des comme je disais tout à l'heure, tout est prévu en fait. Avec un public qu'on ne peut pas négliger. Et les matchs se font à guichet fermé. Et c'est vrai que c'est une équipe avec laquelle il faudra compter jusqu'au bout. J'ai fait un constat, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, par rapport à ce qui se passe chez les hommes. Aujourd'hui, même face à la Norvège, ils étaient en difficulté, mais par contre, le public a été quand même conciliant. J'ai pas les sentiments. Par contre, les filles n'ont pas été sifflées. Alors que chez les garçons, dès que ça va pas, on commence à siffler. Donc il y a moins de pression quand même. Mais il faut que déjà faudrait que déjà les femmes qui soient dans les tribunes sachent siffler. Même quand c'est compliqué. Même quand c'est compliqué. C'est une manière de voir. Mais elles ont une autre manière de protester. Attention. C'est vrai, je me suis dit, même quand c'est compliqué, j'ai pas entendu le public vous siffler. Après, on est toujours plus tendre avec les femmes. Voilà, il a dit Guillaume Jules, on est plus tendre avec les femmes, oui. C'est exactement ça, parce que j'ai envie de souligner quand même quelque chose. C'est-à-dire que les matchs masculins, dès qu'il y a une contestation, on a l'impression que c'est limite, c'est une bagarre générale. Ouais, on est dans l'arène. Voilà, on est dans l'arène. Ouais. Tandis que chaque match au féminin, il y a un petit carton rouge, ça se passe tranquille, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Et ça, c'est vraiment plaisant. Ouais, c'est plus sympa, c'est plaisant à voir. Mais il faut dire aussi, c'est un constat général. Tous les matchs que j'ai pu voir, je n'ai pas vu de filles tricher. Quand je dis tricher,
Se rouler par terre. Il n'y a pas de simulation. Il n'y a pas. On vient, on joue au foot. Le jeu est beaucoup plus fluide. Et c'est vrai que ça permet aussi peut-être au public d'être un peu plus indulgent, peut-être. Parce qu'on constate que les filles mouillent vraiment le maillot. Est-ce que les filles donnent une leçon? Ils donnent une leçon aux garçons là, pour moi, une leçon d'humilité. Je crois que elles sont toutes en mission, que ce soit l'équipe de France ou les autres équipes. Et moi, c'est vraiment beau à voir. Je vais entendre chacun sur l'ambiance-là. Christian, sur ce qui se passe, parce qu'on a le sentiment que c'est sympa, c'est bon enfant. Oui, parce qu'il y a une chose aussi, il faut le dire, nous étions comme match de poule pour la France. On va rentrer en 8e de finale avec les éliminations directes. Là, on sera dans un peloton. Alors, mais 3 matchs réalisés par l'équipe de France ont permis à la sélectionneuse aussi de prendre vraiment le pouls de son équipe. Et d'avoir ou encore de confirmer des certitudes sur les joueuses pour vraiment, dans sa tête, faire une espèce de sélection dans la sélection pour les 8e de finale, en vue aussi des quarts de finale. Préconisé face aux États-Unis. On est dans un match de poule, donc comme aujourd'hui, on peut faire jouer les réservistes, etc., pour aménager, etc. Tandis que quand on va arriver au 8e de finale, il ne faut pas se tromper déjà sur la composition de l'équipe. Donc il faut faire le bon choix, en accord avec des données techniques, des performances individuelles, etc. Et puis, il ne faut pas se louper. Alexis, sur le comportement des filles? Non, mais il faut dire que tout va de pair. Hein. Le public, déjà, c'est un public qui est assez familial, puisqu'on retrouve beaucoup d'enfants déjà. Hein. Je pense que... Famille. Oui, tout à fait. Papa, il faut maman, déjà qu'elle donne l'exemple et que là, c'est une compétition qui est pratiquement ouverte à toutes les familles. D'ailleurs, il me semble que pour les matchs de Ligue 1 dans les compétitions masculines, il n'y a pas autant de gamins et de gamines, surtout aussi dans les tribunes. Il y a une image qui m'a frappé. Il y a une image qui m'a frappé lors du match France-Norvège. C'est une famille norvégienne qui avait un bébé. Oui. Qui avait une sucette. Et puis le casque. Et puis le casque. Tout à fait. Voilà, et l'enfant dormait. Là, on est en famille, on regarde son match. Le réalisateur est resté longtemps sur c'est une image qui m'est très forte. Christian, ma question, est-ce qu'on peut faire ça avec les garçons? Pas oui. Peut-être pas amener un bébé, un enfant de... Peut-être que... C'est plus violent, peut-être. Les enjeux financiers ne sont pas les mêmes. Ça, c'est clair. Malheureusement. Mais je crois qu'on peut demain avoir un football familial. En Angleterre, ça existe. Ça existe. Et même dans d'autres nations. Parce que là, on n'a pas de fumigène. On notamment en Suède ou en Norvège, c'est de culture. Voilà, c'est de culture. Dans le match de famille. On va voir le match de famille, quel que soit le sport. Ah ouais. Et je rejoins Dominique. Et là, on va parler d'un fait de jeu qui est en relation avec l'aspect financier. Je ne sais pas si lors d'un match masculin, l'arbitre qui accorde le penalty et que le penalty est raté parce que le ballon heurte le poteau, s'il va vérifier la VAR pour faire retirer le penalty. On va arriver j'en suis à 90%, pas sûr. Christian aborde un sujet qui est important. on va y revenir. J'ai envie qu'on parle rapidement des 3 matchs de la France. 4-0 face à la Corée, il n'y avait pas grand-chose à voir. Bon, c'était facile. Avec 2 buts de Randy Renard quand même, on retient ça? Oui, on va retenir ça. Le second match contre la Norvège, un peu plus solide. Et puis aujourd'hui, face au Nigeria, j'ai vu une équipe du Nigeria bien en place, qui aurait pu, sur 1 ou 2 coups, inquiéter cette équipe de France. Très physique. Athlétique, disciplinée, ce qui est parfois rare pour des équipes africaines, sans... Sauf que le coach, il est européen, donc toute la culture du football européen. Et puis, ça se joue sur cette action. Mais je crois que il faudra que pour la suite, cette équipe de France puisse élever son niveau, à mon avis. Mais elles sont championnes d'Afrique aussi, me semble-t-il. À 2 reprises. Et puis sur les 13 Coupes du Monde, elles ont participé. Sur les 15 dernières Cannes, elles ont remporté 13 fois. 13 fois, donc voilà. Mais c'est vrai qu'on retrouve ce qu'on voit chez les garçons aussi, des équipes africaines avec des coachs européens. Ils apportent quoi de plus? Là, c'est notre débat. La tactique. Non, pas forcément la tactique. Après, c'est la rigueur. Après, on est. Bon, je ne vais pas aller sur un terrain trop glissant. Vaseux. Un terrain vaseux. Vas-y, Guillaume. Vraiment, parce que
Vous voyez, ce sont aussi des anciennes colonies. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas qui font que, voilà, on a on a une capacité peut-être d'écouter plus, de comprendre plus. On a besoin d'aller jusqu'à là. On a vu avec les garçons, le Cameroun, on a vu avec les garçons. Ouana à la tête c'est du Maroc. Ça passe pas? Ça passe pas là, ils ont encore perdu. Mais avant ça, il a une grande connaissance. Il a une grande connaissance du continent africain et du football africain. Le Maghreb, c'est différent. Mais il a réussi au Sénégal, je crois. Mais on l'a vu. Là, on parle de l'Afrique du Nord. Là. Oui, mais le continent africain, il a quand même une grande connaissance. On l'a vu longtemps avec le Cameroun qui a eu Claude Leroy et d'autres entraîneurs français, d'ailleurs, on l'a vu. Et ça a bien marché. En tout cas... juste pour te dire, on peut aussi élargir le débat ce soir dans le grand débrief avec les auditeurs, auditrices qui peuvent éventuellement nous appeler aussi. 63-12-12. Voilà, pour parler avec nous. Pour revenir sur ce match, il a parlé, Christian, du penalty. Tout le monde s'interroge. Moi, je n'ai pas compris, mais en tout cas, l'arbitre a été interpellé par le VAR, je crois. Je crois que c'est pas elle qui a demandé. C'est le VAR. On lui a dit attention. Alors, depuis le 1er juin, c'est un règlement. Il y a de nouveaux règlements, notamment sur les pénaltys, et qui imposent aux gardiens de but d'avoir au moins un pied sur la ligne lorsque le ballon est tapé. Lors du match, des matchs de la Jamaïque, également, cette situation s'est produite et le pénalty a été retiré. Par contre, si le pénalty avait été marqué, le pénalty n'aurait pas été retiré. Maintenant, il a été loupé ou le gardien a arrêté le ballon, le pénalty est tapé de nouveau. Maintenant, il y a un deuxième élément dont il faut tenir compte, c'est également l'entrée des joueurs adverses pendant que le ballon est tapé. Oui, dans la surface. Dans la surface, exactement. Aussi de la tireuse, parce que quand elle a Wendy a retiré, il y avait des Françaises dans la surface. Et là, c'est le travail des deux juges de ligne qui sont en opposé. Si on rapporte ça au niveau local, je souhaite déjà bonne chance et bon courage à tous les arbitres. Alors supputé, on est au prêcheur, le prêcheur se maintient. Il y a un penalty contre le prêcheur. Le penalty reste. Pourquoi le prêcheur? Le prêcheur reste, le penalty. Vous voulez pas que je monte au prêcheur? Vous voulez pas que je monte au prêcheur? Cherchez mon poisson. Vous voulez pas que je monte au prêcheur? Cherchez mon poisson. Ou bien mon titi. Alors franchement, messieurs, si jamais ça doit s'appliquer, il y aura un problème. Non. Sauf que là, sans le VAR, j'ai pas vu que la gardienne. J'ai pas vu sans le VAR. C'est clair. Ici, on n'a pas les images, heureusement. Mais avec les images, c'est clair. Elle avait les deux pieds quand même. C'est clair. Mais on demande aux gardiens de bouger sur la ligne, de droite à gauche. Mais il faut qu'il y ait un pied au moins sur la ligne. Oui. On va en parler après la pause, mais on dit on a quel courage. Oui, elle a pris ses responsabilités. Il est 20h. Voilà, retour sur le plateau donc, de le grand débrief. Donc, on va parler de ce penalty de Wendy Renard parce que bon, c'était bien qu'elle ait tiré le penalty. C'était une bonne chose. Mais une fois qu'elle a raté, alors que dit le règlement? Est-ce qu'on pouvait changer ou elle doit impérativement retirer? Que dit le règlement? Le règlement dit que le tireur peut être changé. Peut être changé, oui. Mais elle a eu la confiance, il faut le dire, de ses partenaires. Oui, comment il s'appelle? Le Sommet qui a pris le ballon, qui lui a donné le ballon. Voilà. Et là, non, mais là, c'est fini pour elle. Si elle ne retire pas les pénaltys, si elle ne retire pas, elle s'enfonce. Mais on voit bien quand même l'ambiance qui règne dans cette équipe féminine. Quand même, il y a ça. Il y a une solidarité. Voilà, il y a un copinage entre guillemets qui est là et qui est important. Psychologiquement, c'est important. L'exécution d'un pénalty, c'est pas l'affaire de tous. C'est pas donné à tout le monde. N'importe quel joueur ne va pas tirer un pénalty. Surtout là. Et quand tu prends tes responsabilités, tu y vas, bon, jeune fille ou garçon, tu sais faire. Après, bon, tu peux louper un penalty, les plus grands joueurs ont loupé un penalty, mais tu peux tirer le penalty 2, 3, 4 fois parce que si tu vas le faire là, dans cette circonstance-là, c'est que tu sais le faire. Il n'y a pas de. Mentalement, on est fort. Je pense que Wendy, elle se devait, pour moi, de pouvoir retirer et marquer à nouveau ce penalty. Ouais. Non seulement pour faire un petit peu les critiques, mais pour elle-même. Pour elle-même. Pour son estime personnelle, elle devait remarquer ce penalty. Et je pense que c'est une chose qu'elle a fait très bien, d'ailleurs, parce que sans hésiter, elle a réussi à marquer et ça l'a délivré. On a vu qu'une fois qu'elle a marqué, on a vu la délivrance qu'elle avait, parce qu'on se souvient qu'elle a marqué quand même contre son camp. Et on sait ce qui s'est passé après. On a vu tout ce qui a été écrit. Ouais.
tout ce qui a été dit. Donc, c'est quand même triste qu'on puisse arriver à ce stade-là, sachant qu'elle a quand même mis 2 buts lors du premier match. Mais on a vite oublié qu'elle a fait 2 buts. Ça, c'est quelque chose de très déplorable. Parce que là, ce soir, ce pénalty, le deuxième, si elle le rate là, à mon avis, la presse lui tombe dessus. Même si la France est qualifiée. Non, mais c'est surtout quelque chose à laquelle on est habitué. On a vu 98 on sait. Les Lions du Ham. Bon, voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, je pense que, comme tu disais tout à l'heure, qu'elle-même, c'est sa logique, ce que tu viens de dire. C'est-à-dire qu'elle savait que pour qu'elle puisse reprendre les choses en main, reprendre le dessus. C'est au mental. Il fallait qu'elle aille le mental, là. Ça, au premier tir, je parle. Il fallait qu'elle aille prendre ce ballon-là et puis qu'elle aille frapper. Sauf que celle qui tire les pénaltys en temps normal était sur la pelouse. Tout à fait. Oui, mais c'est un signe fort. Généralement, c'est le tireur attitré, c'est le sommeur. Elle était là. Elle était présente, elle venait juste de faire son entrée. Ouais. Et notamment, dès la première occasion, elle a donné le ballon à Wendy Renard. C'est ça que j'ai vu. Donc, c'est vrai qu'il y a... Et puis, il y a aussi l'avantage que ces joueuses, en grande majorité, jouent ensemble. Elles jouent à Lyon. Wendy Renard... Elles se connaissent. 127 sélections, taulier de l'équipe de France. L'ancienne capitaine, c'était l'ancienne capitaine. Donc, voilà. Il y a des automatismes. Oui. Voilà. En tout cas, 3 matchs, 3 victoires. D'autant, excuse-moi, Galbert, parce que quand tu dis ancien capitaine, je ne suis même pas sûr qu'au football, ça existe un ancien capitaine. Elle est encore capitaine. Quand on est capitaine, Elle est capitaine. C'est comme quand on est président. On reste président à vie. Pour revenir aux garçons, on disait souvent qu'il y avait, en équipe de France, il n'y a pas que des champs capitaines. Plan était capitaine, il y avait Zidane, il y avait des hommes forts, de Sailly, c'est des meilleurs d'hommes, quoi. Donc il y avait plusieurs capitaines. En tout cas, ça fait quand même 3 victoires, 1 but encaissé, ça, 6 de marqués. Finalement, ça fait 3 matchs corrects, même si, bon, on n'a pas encore vu le très très haut niveau, très bon niveau de l'équipe de France. Est-ce qu'on peut être inquiet ou est-ce qu'on se dit qu'ils vont monter il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Vous savez, dans une compétition aussi longue, avec des joueuses quand même qui font partie de l'équipe lyonnaise, qui ont une expérience européenne avec la Ligue des Champions, il faut savoir comment gérer. La gestion de ce type de match, et je vais laisser aux entraîneurs s'exprimer dessus, la gestion elle est très importante. C'est comme à la course. Est-ce qu'on va partir devant, boum, 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 et puis l'arrivée, après 1 kilomètre, l'engou a sorti, ou encore, est-ce qu'on fait la gestion des matchs avec ces temps forts, ces temps faibles? Et là, c'est dans la préparation, dans la répétition des automatismes, dans la répétition des séquences de jeu, dans la répétition du temps de jeu. Le visionnage aussi des vidéos. Donc, il y a cet élément, mais là, je ne vais pas trop me prononcer dessus parce que je vais laisser la place aux entraîneurs. Mais quand on a une compétition qui dure 1 mois, il y a une manière d'aborder les matchs, il y a des études des équipes, parce que l'équipe de France savait pertinemment qu'elle rencontre le Nigeria comme les matchs de Coupe du Monde chez les hommes, et que les équipes africaines, c'est vrai qu'elles ont la technicité qui est apportée par les entraîneurs européens, mais intrinsèquement, c'est des gens quand même qui sont... je vais dire, leur réserve, leur fonds de commerce, voilà, c'est d'abord quand même le côté athlétique. Ouais, athlétique. C'est vrai que ma seule inquiétude, c'est sur le peu de joueuses utilisées par le coach de l'équipe de France. Tout le monde a joué, je crois. Non. Sauf non. 15 joueuses utilisées uniquement sur les 23. Alors, c'est vrai que à ma place, c'est facile de le dire. Je n'ai pas la pression, mais pour avoir un petit peu vécu des tournois à 5-6 matchs en 10-12 jours, on part sur un plan de jeu en se disant, bon, au 3e match, si on est déjà qualifié, on essaie de faire tourner en même temps. Elle a fait 4 changements aujourd'hui. 3 changements 3 ou 4. 3 changements aujourd'hui, mais toujours les mêmes. Ouais. Donc, c'est vrai que... On est revenu à l'équipe oui, à la fin, il y avait pratiquement l'équipe type. L'équipe type. Donc, c'est vrai qu'il faut... Maintenant, c'est vrai que le groupe semble être tout concerné. Maintenant, sur les matchs à élimination directe, c'est vrai que le choix va être difficile. Alors, l'avantage qu'elles ont, c'est qu'elles vont jouer dimanche. Ouais. Donc, elles vont jouer dimanche au Havre. Elles ont quand même entre aujourd'hui et samedi, disons, le temps de soigner les petits bobos, de récupérer. Il y a un staff médical très pointu. Et on sait quel adversaire qui va tomber, surtout. Et puis, ça sera l'adversaire. On le saura quand? On le saura on le saura d'ici demain. Il me semble demain. Entre les équipes du groupe E, C. Alexis va nous dire ça. Ouais. Le groupe du Brésil. Oui, aussi. Non, même pas. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non. Ça peut être soit. Non, si elles étaient l'équipe qui sortira 3e du groupe C, D ou E. Voilà. C'est D ou E. Voilà. C'est D ou E.
mais on va attendre demain alors. Donc, oui, le meilleur troisième en fait. Oui. Le meilleur troisième. Et dans ces équipes-là, on a le Brésil. Bon, certes, le Brésil ne sortira pas troisième. Hein, Non, le Brésil, on sait pas. la Jamaïque, l'Italie et l'Australie. On a l'Italie, voilà. on a l'Australie aussi. Hein. Attention, Voilà. l'Australie. Il y a aussi l'Angleterre, aussi, l'Écosse, le Japon et l'Argentine. On parle du groupe D. Voilà. Okay. Donc on va attendre. Mais là, les coachs que vous êtes pour l'instant, c'est soin. Oui. Sérénité, soin. 3 matchs, 3 victoires. Là, c'est récupération. On attend sereinement l'adversaire. Récupération et puis surtout, même déjà un visionnage peut-être des travail tactique des différents adversaires possibles. Ça, c'est. J'ai vu de l'Europe d'elle-même. Regarder, vérifier ce qui n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché, régler les courses, coordonner les courses. Alors, quand je dis coordonner les courses, pas forcément sur le terrain dans un premier temps, mais au moins se rendre compte par l'image de ce qui a fonctionné, de ce qui n'a pas fonctionné, de ce qui était prévu et qu'on n'a pas réussi à faire, même si on a gagné 3-4-0. Et parce que là, on cherche vraiment, quand on cherche la performance, déjà, elles le sont performantes, mais on cherche à optimiser cette performance-là compte tenu des moyens dont ils disposent. Et c'est là où on touche vraiment finement le très haut niveau. Messieurs, j'ai vu quelques brides d'entraînement. Mais les séances, c'est pareil que chez les garçons. Oui. Le plat athlétique. J'ai vu la même chose. C'est pareil que chez les garçons, c'est du football. Il n'y a pas de football féminin, c'est du football. Oui. Voilà. J'ai vu la même chose, donc c'est logique pour vous. Qu'est-ce que tu voulais voir Non, mais sur le plat athlétique, j'ai vu des séances, j'ai vu des choses quand même qui sont. Oh, c'est costaud, quoi, c'est sérieux. Parce que quand tu vois les JO et quand tu vois sur 100 mètres, tu penses que. mais tu as vu le match de la Hollande? Tu as vu l'engagement physique? Oui, il faut être présent. Les Hollandaises, l'engagement physique de ces joueuses, et les entraîneurs qui sont là peuvent en témoigner. Je ne pense pas qu'il y ait de différence entre des stratégies d'entraînement. C'est du football, point. Oui, c'est du football. C'est peut-être sur le volume, des séances, ou peut-être même l'intensité, que le niveau doit être un peu différent. Simplement. Messieurs, j'ai envie qu'on s'arrête sur l'axe central de l'équipe de France. Parce que quoi qu'on dise, je suis impressionné. Mbok, ça? Oui, tout à fait. Et Wendy Warner? Oui. Moi, c'est du costaud. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais. Sur les 3 matchs de l'équipe de France, 3 durs perdus, Mbok. Qu'est-ce qu'elle est? C'est de la sobriété. Toujours présente. Toujours près des. Et puis elle a une lecture de jeu. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Elle ne fait pas grand bruit, mais toujours là. Et puis bon, Wendy par sa lecture de jeu et elle a aussi son expérience. Aujourd'hui, elle a sorti 2-3 ballons avec beaucoup d'autorité. C'est vrai que pour le football martiniquais, c'est vraiment une fabuleuse représentante. Et puis il y a son 1m80. Elle fait combien? 1m93 ou 12? On va voir ça parce que franchement, pendant les hymnes, je la regarde à côté des autres, je me dis, mais elle est très très grande. Et il y a aujourd'hui de vraies stratégies des équipes adverses, notamment on a vu l'équipe du Nigeria, prise à deux. L'équipe de Norvège s'était préparée au coup de pied arrêté en faisant venir un garçon, oui. Uniquement pour avoir le gabarit de Wendy Warner. Donc c'est vrai que c'est vraiment un atout. Pour cette équipe de France. Mais Christian, franchement, je ne sais pas si elle est non, mais alors c'est un double avantage. Avantage d'abord en défense, puisque c'est d'abord son rôle, pas son rôle, c'est son devoir. Sur les corners, mais aussi double avantage en attaque. Parce qu'elle peut être un atout supplémentaire en attaque, elle l'a démontré notamment à maintes occasions. Mais c'est vrai que, comme disait Dominique, maintenant, les équipes ont compris. Sur chaque corner, le danger, c'est Wendy Warner, sauf que ça peut libérer d'autres joueurs. On l'a vu aujourd'hui aussi. Mais franchement, le temps que Guillaume, je nous dise un petit peu comment elle fait, mais c'est vrai que. 1m87. Quoi? 1m87, 187 cm. 1m87, ouais. Pour une fille, c'est quand même pas mal. Quand même. Ah, mais quand je la vois, par rapport aux autres, c'est vrai que. Ouais. Oui. Elle est au-dessus du lot. Et c'est pour ça que même on regarde sur les matchs, on a regardé cet après-midi, tous les coups de pied arrêtés, ils étaient pratiquement à 4 sur Wendy. Ça va être ça. Hein? Ce qui fait que la capitaine, j'oublie son nom, était souvent seule. Amandine Henry était souvent seule et elle avait plusieurs occasions de scorer. Sur la partie, enfin là, c'est juste pour l'ironie de la chose, lors de la diffusion des hymnes,
le caméraman a souvent des petits problèmes parce qu'il commence par les petites tailles et après il est surpris. On va arriver une plante comme ça. Il est surpris après quoi. C'est vrai qu'elle bon, ceci dit, elle est forte aussi. Comme on dit, elle a du jeu aussi. Hein. On la voit en défense centrale. Elle est sereine, elle est sobre. À côté d'un box, ça fait un duo extraordinaire. Quoi. Pour l'instant, je n'ai pas vu ce duo pris à défaut. Alors c'est vraiment un bon duo. Vu le score qu'ils ont caissé, c'est un but, c'est ça? Donc maintenant, on va les attendre au prochain match, un match peut-être avec en jeu, et à savoir comment ils vont réagir face peut-être à des adversaires plus redoutables. Alors c'est vrai que tout le monde parle de ça. Avec un jeu plus vivace aussi. Les adversaires, tout le monde a envie de juger l'équipe de France face aux Américaines. Beaucoup de gens ont envie de voir ça. Mais on les verra avant ça quand même. Je pense qu'elles vont faire monter un petit peu d'un cran, plusieurs crans leur jeu. Ne boulons pas les étapes, il y a une huitième de finale. Il y a des équipes avant ça à jouer. Et face à une équipe comme, je sais pas, ça peut être le Brésil. Par exemple. C'est vrai que le Brésil garde toujours son jeu flamboyant, comme chez les garçons. Avec sa meilleure buteuse là. Avec sa meilleure buteuse, Marta. Mais il faudrait être vigilant. C'est étape par étape. C'est vrai que dans ce type de compétition, on l'a vu notamment aussi chez les garçons, petit à petit monter en régime et puis pouvoir terminer dans les meilleures conditions. Alors justement, puisqu'on parle un petit peu de ces huitièmes de finale, sachez qu'il y a déjà 4 équipes qualifiées pour ces huitièmes, à savoir pour le groupe A, la France et la Norvège, première et deuxième, et puis l'Allemagne et l'Espagne, qui font partie du groupe B. Voilà, tout simplement. Et demain, on aura largement le temps de savoir les autres qualifiés. Les meilleurs troisièmes, c'est ça. Mais c'est quand même bien. Il y a dans plusieurs groupes, il y aura les meilleurs troisièmes, donc ça, c'est bien. En tout cas, est-ce que la France, franchement, selon vous, par rapport à ce qu'on a déjà vu, est-ce que la France peut aller au bout? Est-ce qu'il faut y croire? Parce que tout le monde appelle les Américaines. Tout le monde appelle les Américaines. Franchement, on s'est bien rendu compte que les États-Unis, elles ont le niveau qu'elles ont, mais un match de foot, ça reste un match de foot. Et la France, elle joue à domicile. On a bien vu France-Brésil 98. Voilà, c'est-à-dire que tout est jouable. Et puis, elles sont vraiment dans des dispositions, on va dire, où, en fait, cette finale ou ce fameux match qui interviendra peut-être à un moment ou un autre, on sent bien qu'elles sont en train de le préparer crescendo. Parce qu'il ne faudra pas se louper. Au moment où il interviendra, je reste persuadé qu'elles seront prêtes. J'ai l'impression aussi que les Américaines attendent aussi les Françaises. Oui, forcément. Oui. Et on aura aussi eu deux équipes avec 2 styles de jeu différents. Et c'est vrai qu'il faudra voir comment, tactiquement, en tout cas la France, arrive à contrecarrer ce rouleau compresseur des États-Unis. Et puis il y a une nation qui peut sortir à tout moment du lot. Parce que le fait de braquer justement nos regards sur les États-Unis et puis la France, ça permet aussi à d'autres nations de travailler en toute tranquillité. Parce qu'on n'a pas la pression médiatique. Ce que je disais, j'ai l'impression qu'il y a moins de pression de toute façon, avec les filles. Et un petit mot avant de faire la pause. Les entraîneurs, quand on regarde le Cohen Diak, quand je regarde, Cécile, là, elle est fatiguée. Là, c'est prenant, elle est usée déjà. Hein. Vous savez, je l'ai encore regardé aujourd'hui, mais elle est vidée déjà. Sur une telle compétition, dans ton pays, c'est une pression. Et une charge aussi. C'est une charge. Oui, exact. Et je crois que c'est pour ça qu'elle est vidée. Lors de sa dernière conférence de presse, elle a pu détendre un petit peu l'atmosphère en indiquant qu'elle était plutôt une boute entrée. Oui. Une c'est plage, c'est machin, ouais. Mais c'est vrai qu'il faut, sur un tournoi aussi long, qu'on prépare depuis aussi longtemps, pouvoir garder la concentration, la détermination, c'est vraiment pas évident. Il est 20h15, on fait la pause. Avec RCI, participez à la 2e édition des castings martiniquais de The Voice. Et cette année, pour la première fois, laissez les jeunes talents s'exprimer en s'inscrivant aussi au casting de The Voice Kids. Déposez votre vidéo musicale sur le site rci.fm. Et si notre jury local vous sélectionne, vous chanterez devant Bruno Berberes, casteur officiel de l'émission, et passerez peut-être les auditions à l'aveugle sur TF1. The Voice et The Voice Kids aux Antilles-Guyane avec votre opticien Lynx Optique présent Guadeloupe, Martinique et Guyane. Les restaurants McDonald's Antilles et Madiana.
Malchance, conflits familiaux, divorce, difficultés financières. Vous souhaitez une aide immédiate? Contactez Vishnu Ram, le puissant spiritualiste venu de l'Inde. Il vous aide à résoudre tous vos problèmes. Amour, famille, travail, santé, chance, argent et bien plus encore. Confidentialité et résultats garantis. Vishnu Ram vous reçoit à la rue Papin-Dupont à Fort-de-France, 7 jours sur 7, de 7h30 à 20h. Téléphone 06 96 08 64 26 et 06 96 41 70 31. RCI. 20h17, on revient sur le plateau. On va conclure avec les filles avant de parler des hommes, parce que nos hommes sont là-bas aux États-Unis. Donc, dans quelques minutes, on va parler de Gold Cup. On ira au téléphone 63 12 12 pour que chacun donne son avis sur le match défaite 4-0. Mais messieurs, donc prochain rendez-vous pour les Françaises, Alexis, c'est c'est déjà dimanche 15h et on attend encore les phases finales de ces poules, puisqu'il y a d'autres matchs qui vont se jouer entre demain et mercredi, même jeudi même, puisqu'il reste encore des groupes à voir, le groupe C, le D, E et F, pour savoir quelle sera l'équipe qui va rencontrer l'équipe de France entre le groupe E, C, D et E. Voilà, tout simplement. Voilà, comme les tribunes du stade de Pierre-Aliquer. Voilà, donc prochain rendez-vous pour les Françaises dimanche. On rappelle qu'il y a des matchs qui vont se jouer jusqu'à jeudi. Et puis, Rondi Rwanda, on est. Et je précise, c'est la troisième équipe de l'un de ces groupes. Oui, meilleure troisième. En tout cas, allez, Rondi Rwanda, on est avec elle, parce que franchement, ça aurait pu être pire, hein, avec ce penalty d'aujourd'hui. Bon, elle a mis ça au fond et c'est tout bon, on est tout content. 20h18, on va parler donc maintenant de Gold Cup. Je rappelle qu'on est au téléphone, Jean-Claude, 63 12 12. Messieurs, alors, certes, on a perdu. Est-ce que le score peut nous attrister, ou est-ce que le score nous laisse notre fait? Parce qu'en fait, on a eu quand même 3-4 occasions et à la fin, on perd 4-0. C'est vrai que le score paraît sévère. On a abordé, selon moi, le match un peu timidement, malgré quelques opportunités qu'on aurait pu conclure. Et puis, on se fait prendre sur chaque temps fort du Canada, à la 25e, si mes souvenirs sont bons, juste après le retour des vestiaires. Et c'est vrai que dans la dynamique où cette 30e minute, c'est en première mi-temps, où cette équipe de Martinique essayait en tout cas de produire du jeu, on a eu des difficultés. Et puis, c'est vrai que l'équipe du Canada, je dirais équipe chirurgicale, sans joueurs, à mon avis, extrêmement talentueux. Ils sont tous jeunes aussi. Mais une équipe bien organisée, qui joue simplement au football, 2-3 touches. Et qui nous met 4-0. Et qui nous met 4-0. Christian, sur le match. Eh bien, est-ce que la défaite, est-ce que le score est sévère? La défaite, elle fait mal. Oui, parce qu'elle est inattendue avec un score aussi lourd. Ça, c'est premier commentaire. Deuxième commentaire, on a été étouffé au milieu du terrain. Et puis, troisième commentaire, vous savez, quand vous arrivez à ce stade que vous commettez des erreurs de minimes, on ne relance jamais un ballon dans l'axe. Et on avait un avertissement au plus haut niveau avec l'Olympique de Marseille, en Coupe d'Europe. Oui. Mandanda avec Anguissa. Anguissa perd le ballon. Donc, on a cette répétition. Et je disais ça encore à mon fils, je lui répète ça tout le temps, il a 13 ans. Je lui dis, il faut vraiment observer, c'est une culture, il y a des automatismes. Bon, c'est un fait de jeu, mais qui nous coûte et qui nous pose problème. Maintenant, j'ai envie de mettre cette lourde défaite sur le compte de l'accident. Sauf que c'est un accident grave. Qui a fait des morts. C'est un accident grave et qui remet en question l'objectif de départ. Blessé grave. C'est disputer les quarts de finale. Alors, heureusement, il y a une collision collatérale puisque le Mexique écrase, et là on peut dire, écrase Cuba. Donc, le match face à Cuba est capital, parce que il ne faut pas qu'on fasse match nul. La victoire est impérative. Et je regarde un peu les commentaires cubains qui, malgré cette lourde défaite face au Mexique, vous disent nous sommes venus pour gagner la Gold Cup. Donc, on est dans un autre état d'esprit. On est mal barrés, nous, Martiniquais. Et puis, je pense que, je ne sais pas, il faudrait voir avec les coachs. On a le sentiment qu'on était un peu lourd.
Est-ce que la préparation en semaine, on n'a pas digéré? Ça, je ne sais pas. Mais c'est vrai que on est tous unis de dire que la défaite, elle fait mal, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut se baisser la tête. Loïs, sur le match. Il faut baisser la tête. Alors, effectivement, c'est un score qui est quand même assez lourd, 4-0. Mais avant, je vais dire, le premier but encaissé, on a quand même l'occasion de mener. Ou, on va dire, à Bol qui rate devant le goal et Parsemin qui a des difficultés à la mettre au fond. Et s'ensuit après peut-être une réflexion, une hésitation et l'erreur. Et on a bien remarqué que le joueur du Canada, il arrive devant le goal une fois et il le met. Donc c'est vraiment d'une efficacité limpide qui fait que nous, on s'est peut-être mis à cogiter et au milieu de tir, on a peut-être blessé physiquement, qui fait qu'on s'est fait bouffer sur tous les duels. Tous les ballons, on les perdait et le score 4-0. Guillaume Jules, sur le match, le score, 4-0. Oui, 4-0. Logique déjà, logique? Oui, logique. Logique à mon sens. Parce qu'effectivement, on a raté des occasions, on aurait pu marquer 4 buts. Hein. Mais si on se base sur les occasions marquées, ils auraient pu marquer au moins 5 de plus. Donc c'est pour ça que je pense que c'est peut-être pas un résultat, mais un score qu'on est obligé d'accepter. Tant la supériorité technique des Canadiens était presque insolente, hein, parce on a l'impression qu'ils pouvaient à chaque attaque finir par et ils nous ont fatigués tout au long du match. Avant de nous abîmer, ils nous fatiguaient, ils nous faisaient courir. Mais on doit constater, on a quand même des circonstances atténuantes compte tenu de nombreux changements que le staff a dû opérer. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, ce n'est pas évident de se présenter face à un adversaire avec une défense quasi expérimentale, surtout dans l'axe. On va et d'accord. Je vais revenir quand même sur ce que disait Christian tout à l'heure. Il a dit qu'il allait demander au coach par rapport à la lourdeur. Donc je ne sais pas à quel coach. Si c'est au coach ici présent ou au coach de la sélection quand il reviendra. Ouais. C'est toi. Sois tranquille, ça le retour. Sois tranquille, Julien. Ça, c'est une chose. Et puis, il a aussi parlé de relance dans l'axe. Donc, je ne partage pas forcément son avis quand il dit qu'on ne relance jamais dans l'axe parce que je peux compter le nombre de fois. Il faut bien le faire. Il faut bien le faire. Le nombre de fois où les Canadiens ont lancé dans l'axe, mais au moins 150 fois. Proprement. Mais celui à qui on donne le ballon, il n'est pas dos au but. Mais là, tu commences à répondre à la question. Voilà. Il est intéressé. Il y a un manque de communication. Le problème, c'est pas l'axe. Le problème, c'est l'environnement. On va revenir sur le match. Je voulais entendre chacun sur le score, l'ampleur du score. Dominique Jean 4-0. Oui, mais je l'ai dit, une équipe du Canada chirurgicale avec un groupe bien organisé. Un capitaine qui est très fort. Et puis, on a vu une équipe qui joue au ballon. C'est parfois académique, mais c'est efficace. C'est très académique. 2-3 touches maxi, avec un bloc bien compact, ce que nous, on n'a pas pu ni contourner, ou en tout cas... essayer de dépasser, que ce soit entre les lignes ou autre. Maintenant, à nous de réagir face à cette équipe de Cuba et espérer, pourquoi pas, finir meilleur troisième. Alexis, le score, ça fait mal. Certes, ça fait mal. C'est un score lourd. Moi, je pense que on n'a pas démérité parce qu'on n'a pas pris les 4 buts sur une mi-temps. Vous savez, on a gardé... j'aime bien. Mais oui, on a pris un premier but et puis en deuxième mi-temps, on s'est un petit peu relâché. Ce sont des fautes qui se paient cash. Hein. Il y a eu des erreurs de positionnement. Et puis j'ai l'impression que l'absence de Sébastien Crétinois... Crétinois, j'allais y venir. Oui, tout à fait. On va en parler. Je veux... Comment on va en parler. Ils ne s'est pas relâché. Mais oui, ils se sont relâchés. L'absence de Sébastien Crétinois... Il y a tout ça. Puis il y a eu un pressing aussi canadien parce qu'ils ont senti, ils ont vu qu'il y avait une faille quelque part. Je ne sais pas. Moi, je veux pas aggraver un petit peu le cas des joueurs. Je pense que mercredi, ils vont se racheter et ça tant mieux pour nous. Hein. C'est ça, c'est ce que je demande. Mais bon, il y a des erreurs comme ça. Hein. L'absence de Sébastien Crétinois, c'est une erreur du premier match. On a pris 4 buts et voilà. Sébastien Crétinois blessé. On va parler du match, on va revenir sur la composition d'équipe. Parce que tout le monde s'est posé la question, il était où Crétinois? Blessé. Blessé, pas à 100%. Et Dominique l'a dit, aligné Delem et Babin en axe central, c'était une première pour eux. Babin, je l'ai vu en difficulté, moi.
Oui, bon, maintenant, il sort quand même un match intéressant. Mais après, à ce niveau-là, il faut des automatismes. Il faut, déjà, même collectivement, on sent bien... moi, je ne sais pas si je prends le cas du deuxième but, où le bloc reste... Tout le monde est debout sur un ballon long qui part du camp adverse, ou une longue passe. Une passe du capitaine canadien. Lui, il a un super pied, lui. Où tout le monde est debout. Mais alors, je ne vais pas incriminer... Comment expliquer ça, Julien? Comment expliquer ça? La ligne défensive, parce que effectivement, elle aurait pu reculer par anticipation sur la passe longue. Mais si le bloc lui-même, le bloc équipe recule, ça oblige la ligne derrière à reculer. Mais comme personne ne réagit par rapport à l'information qui est donnée par le passeur, quand tout le monde est là à regarder, on est attentiste, et bien finalement, on a le sentiment que c'est l'axe central qui flanche. Parce qu'en fait, ils se font prendre de vitesse mais en fait, c'est une faillite collective. C'est pas un garçon qui a été moins bon. C'est en ce sens que je parle d'accident. Oui, alors, peut-être que de ce point de vue-là, tu arrives. Sans vouloir chercher d'excuses à notre sélection, c'est vrai que malgré la bonne volonté de Mario Boccali et du staff technique de pouvoir avoir les joueurs relativement tôt, avec des séances d'entraînement effectuées tout au long de la saison, c'est vrai que les Matinino version Gold Cup, ils n'ont pas eu la possibilité, hormis lors de leur semaine de stage, de pouvoir jouer ensemble, de pouvoir avoir cette coordination, ces automatismes. Mais dans l'équipe, il y a une majorité de joueurs martiniquais. Oui, il y a une majorité de joueurs martiniquais, mais quand on regarde dans la défense centrale, Delem. Non, tu as 3 joueurs nouveaux dans la défense. 3 joueurs nouveaux dans la défense, plus Camille. Aujourd'hui, il les a retrouvés sur place. On a 4 joueurs nouveaux dans la défense. Camille à gauche. On a Camille, on a Babin, on a Delem, on a Vitulin. 4 nouveaux. Pour moi, Vitulin, il est nouveau parce qu'il a aligné latéral droit alors qu'il passe une saison à jouer milieu. Bon, c'est un choix. En sélection, il joue à droite en sélection. Je veux bien. Mais je veux dire que voilà, quand tu as... C'est trop. Ça fait... Mais est-ce qu'il avait vraiment le choix? Quand tu as une défense de base où tu as un capitaine d'équipe sur lequel tu comptes, qui n'est pas disponible sur le moment, où tu perds un joueur au milieu de terrain sur lequel tu comptais et qui a fait ses preuves, qui a vraiment apporté une grosse plus-value à la sélection, je pense à Jobello par exemple, que tu n'as pas, eh ben, ça a tout changé. Ça a tout changé. Après, tu pars un peu au plus baissé, sauf que tu n'as même pas une rencontre amicale de niveau pour vérifier vraiment que tu peux aligner, et là tu te retrouves à faire avec les gars sur tu as, mais ça fait partie des éléments je ne dirais pas qu'on ne peut pas prévoir, mais en l'état actuel des choses par rapport à nos conditions de petites ligues qui pas en capacité forcément de débaucher des joueurs ou bien d'avoir vraiment une parole ferme de certains joueurs ou même de certains clubs. Tu es obligé de composer avec. Tu es obligé de composer avec, et puis tu te retrouves dans des situations qui peuvent te permettre en très peu de temps de faire chuter le moral de l'ensemble de l'équipe. Loïs, tu peux réagir? Non, Dominique. Oui, et puis il faut surtout dire aussi que nous avons une sélection qui est composée, on va dire, à 70% de joueurs issus du championnat local, 5 du club franciscain, 6 ou 7 du Golden Land, avec un championnat qui s'est terminé le samedi 1er juin. Les Matinaux qui partent le 5 jours après, et un championnat qui se joue jusqu'à la dernière journée. Donc, il y a aussi toute cette accumulation de matchs. Tout au long de la saison. Problème de calendrier. Maintenant, problème de calendrier. Et c'est la première fois aussi que cette Gold Cup se joue aussitôt. Mais oui, voilà. Parce que le calendrier il n'est pas extensible non plus. Ils vont faire, il y a la Coupe de France, ils vont jouer la Coupe de France, le Coupe de France qui est parti en compétition internationale, il y a la Ligue anti, parce qu'après on se plaint, il n'y a pas assez de compétition, on fait rien. Bon, maintenant, les instances ont fait de leur mieux pour que depuis quelques années, il y ait des compétitions, et bien, il y a un revers quelque part sur la médaille, bon, il faut qu'on prenne aussi. Hein. Ok, on va revenir sur la composition d'équipe du départ. Dans le but de sauver, logique. On a dit l'axe central. Oui, sauver, il n'y a pas de. Enfin, un gardien, en général, quand on fait un groupe, on sait déjà, tout le monde est au courant de qui sera le titulaire, il n'y a pas de contestation possible. Sauf que l'axe central, Babin, on le connaît quand même, mais Camille, il y a beaucoup de Marseillais. Camille, on l'a découvert. À gauche. J'ai pas trouvé qu'il a fait un mauvais match. Hein. Non, il n'a pas fait un mauvais match. Il a fait un match correct. Il a fait un match correct, surtout un joueur qui arrive comme ça dans le groupe. Non, il s'en est pas mal sorti. Après, ce sont des postes sur lesquels en Martinique, on est la preuve. On est déficitaire. Si on l'a fait après, c'est parce qu'on est déficitaire. Côté droit, et c'est pas d'aujourd'hui. Ça, je crois que depuis les derniers latéraux qu'on a eu de niveau, je pense à Dominique Zahir, à Ménil Bungo,
on n'a plus vu des arrières latéraux vraiment après ça. Alors après, bon, peut-être que, je ne sais pas si Dominique sera de mon avis, mais bon, moi je me rappelle en général, quand dans une équipe on a des joueurs qui sont, enfin je parle des jeunes, qui ne sont pas terribles. Latéral, hein. Merci quand tu as des problèmes. Non, mais Camille, il a joué son rôle. Camille, il a bien joué. Mais c'est aujourd'hui, le poste de latéral, c'est un vrai poste. Avec des qualités, avec des qualités spécifiques de relance, que des qualités défensives, mais offensives. C'est vrai qu'il y a notamment, en tout cas, celui qui aurait pu jouer à la place de Camille, Jordan Timon, qui était avant un joueur offensif qui a été replacé latéral. Un joueur qui il y a Thierry Catherine aussi. Oui, il y a Thierry Catherine qui n'est pas retenu. Non, mais il n'est pas retenu. Bon, c'est pour les raisons. Seul le sélectionneur peut savoir. Mais sauf que, est-ce que ce sont les garçons, même s'ils ont les qualités, on voit les qualités, est-ce que sur une saison, dans leur comportement, de leur attitude, est-ce qu'ils donnent ce qu'il faut au-delà du potentiel qu'on décèle chez eux? Est-ce qu'ils donnent les garanties nécessaires pour qu'on puisse compter sur eux? La réponse, on la passe. Le coach Killer va le demander à son retour. On n'a pas la réponse. Alors, en défense, on a nommé les 4. Au milieu de terrain, Daniel, qui, à mon avis, est égal à lui-même. Et Joris Marveau, que j'ai trouvé bon, enfin. Moi, un petit peu en dedans. C'est-à-dire que pour un joueur, pour un joueur pro, quand on est à ce niveau de compétition-là, tout le monde sur le terrain, on est tous pareils. Bon, maintenant, c'est vrai que on attend peut-être un peu plus d'un joueur professionnel. Après, c'est pareil, il y a des automatismes qu'il faut développer. Il arrive dans le groupe. Et pareil, pas de match amical. Il y a eu un petit match amical où ils ont gagné 4-0, mais bon, on ne sait pas trop le fond vraiment des choses. Et c'est vrai que je l'ai trouvé en dedans dans ce match-là, parce que globalement aussi, on a été pris très vite. On n'a pas eu le ballon, on a été pris très vite à la gorge, et c'est vrai qu'on a eu du mal. Le milieu de terrain n'a pas été en mesure de recevoir en ballon les avants. Le milieu de terrain a été sevré de ballon. Tout à fait. Donc après, on a dit Daniel, Joris Marveau, et puis après Stéphane Abol en 10. Et puis Kevin devant, Fortuné sur un côté, Yann Timon et en pointe Kevin Parsemen. Par rapport aux hommes qu'il avait, est-ce qu'il pourrait faire mieux là, en termes de composition d'équipe? Sur le banc, il y avait Marajo. Oui, le problème c'est que il y a Biron. Après, il faut contextualiser, parce que on peut chacun faire notre équipe. Sauf qu'on n'a pas les éléments du moment. Les moments, parce que sinon, tu mets Coutinho dans ton équipe. Forcément, mais tu ne sais pas qu'il est blessé. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que il a certainement fait des choix, mais qui se justifient à son niveau par rapport à la production des heures, à la vie interne. Sur le moment. Un joueur peut se sentir... on peut, je ne sais pas moi, un gars comme... Abol, par exemple. Abol, il joue, il me semble, de manière générale, dans l'axe avec Irel. Ils sont assez complémentaires. Il a quand même plus de temps de voir le jeu. Et là, il passe en meneur. Bon, il joue en meneur ici en R1, ça va. Mais jouer en meneur sur ce match-là, c'est pas pareil. Moi, j'ai trouvé que Yann Timon, qu'il a fait un bon match. Qu'il a fait un très bon match. Quand je regarde les statistiques, alors, ça se confirme. Ça donne quoi les statistiques? Guillaume Jules, on y va. Il prêtait plus d'attention sur les statistiques individuelles tout à l'heure. Mais c'est vrai que sur le global, on se rend compte que la Martinique quand même parvient. Bon, on va prendre le jeu offensif. Il tire 12 fois au but. Donc, bon, même si sur l'ensemble du match, on a quand même le sentiment qu'ils étaient un peu à la rue. Dépassés, ouais. Bon, mais faire 12 tirs dans un match, c'est quand même beaucoup. Dans un match de ce niveau-là, c'est quand même pas mal. Contre l'adversaire, on a 22, donc quasiment presque le double. Mais tu en fais 12 quand même. Et sur ces 12 tirs-là, tu en as 7 quand même de cadrés. Tu en as 7 de cadrés, 5 en cadre. Voilà, côté canadien, ils mettent 12 tirs dans le cadre, 1 sur le poteau, ils finissent avec 4 buts, 5 tirs en cadre. Donc c'est déjà autre chose en termes d'efficacité, en termes de niveau, en termes mais bon, des situations et des occasions, on en a eu offensivement. Ok, Dominique, sur ce qu'on a vu sur le match, est-ce qu'on peut être encore, on doit être confiant? Oui, le contenu n'a pas été que mauvais. Non, le contenu n'a pas été si on prend les 20 minutes que mauvais. On a pu se créer des occasions.
malheureusement, on a manqué d'efficacité. Mais contre cette équipe de Cuba, pour rappel qu'on a souvent du mal à manœuvrer contre Cuba, mais il faudra trouver les solutions. À mon avis, un bloc beaucoup plus compact, parce que j'ai trouvé aussi que, un petit peu comme dans le championnat local, on s'est retrouvé souvent avec deux lignes, les défenseurs et milieux et les attaquants de leur côté. Et c'est vrai qu'il faudra réorganiser, mais je crois que je fais confiance à Mario Boccali et son staff. Je sais que c'est un garçon toujours très friand des détails et je crois que cette sélection de Martinique peut espérer un résultat positif mercredi. Christian, oui. Cuba nous avait fait manger la poussière à Dillon. Hein. Ah ouais. Moi, c'est Bramété Koyo. Christian, justement. Nef derrière. Ouais. Nous fait tout ça, nous TP. Nous, c'est tout ça, nous TP. À sous-côté, pas derrière, pas devant. Rien, pas passé. Même avec l'arbitre, ça n'a pas joué. Rien. Non, l'arbitre avait fait son match, monsieur. Christian, sur le match du Martinino, j'ai l'impression qu'athlétiquement, il y avait une différence quand même. Des joueurs qui, dans notre championnat, font un petit peu ce qu'ils veulent. Mais là, comme on dit, c'est notre bague, là. Hein. Non, mais. C'est autre chose. On n'est pas au tournoi du dimanche, là. On est à la Gold Cup. Ouais. Ça veut dire que vous avez rencontré des nations qui ont une pratique du football du haut niveau, qui sont dans qui ont côtoyé la Coupe du Monde, qui sont dans un giron, qui sont dans un giron avec des moyens financiers qui peuvent programmer. Est-ce que vous savez que on prend le cas d'Haïti. Haïti est parti la dernière semaine du mois de mai. En préparation, avec des matchs amicaux, etc. Aux États-Unis, on est là. Et Haïti a joué hier soir. Haïti a joué hier soir. Ça veut dire qu'ils ont pratiquement 2 semaines et demie de préparation. Ils ont gagné 2-1. Ils ont gagné les Bermudes 2-1. Et ils ont eu 2 semaines de préparation avec un staff médical, avec tout ce qu'il faut. Il faut quand même le rappeler, que l'entraîneur... Martiniquais. C'est un entraîneur martiniquais, entraîneur d'Haïti. Monsieur Kola. Il faut dire à qui on a donné les pleins pouvoirs, qui était en stage en Martinique, les pleins pouvoirs pour non seulement réorganiser l'équipe senior, mais l'équipe olympique aussi. C'est les féminines. Et les féminines. Donc il a eu les pleins pouvoirs, il a fait ses preuves, cet ancien du PSG. Donc, les moyens ne sont pas les mêmes. Vous avez le Canada qui est dans un contexte et dans un secteur géographique où il est plus facile de trouver des adversaires de qualité. L'Amérique du Nord. L'Amérique du Nord, l'Amérique centrale. Nous, on est dans un contexte géographique compliqué. Mais on va jouer contre la Guadeloupe. Mais une fois qu'il faut sortir de la Guadeloupe pour aller jouer à Trinidad, il faut passer par Saint-Martin, on a tout un déplacement à faire. Et compte tenu de l'étroitesse de notre calendrier, avec des équipes qui sont en compétition, pour le cas du club franciscain qui a dû jouer la Coupe des clubs champions amateurs avec le club franciscain, comme a dit, et le Golden Lion, l'ossature du club Martinique est basée sur ces 2 équipes. Donc, ils font des matchs à répétition, on est des professionnels, il faut aller travailler, etc. Il faut demander au patron le messi souplé. C'est pas toujours évident. Nedra. Voilà. Donc, Nedra qui n'a pas pu se rendre au départ, les données ne sont pas les mêmes. Oui, en tout cas, c'est vrai que pour revenir sur la composition de l'équipe de Mario Boccali, à mon avis, il pensait déjà à un garçon comme Nedra, Jobello, Crétinois, et boum, le jour du match, il n'a aucun de ses joueurs. Moi, déjà, deux joueurs de moins là, Jobello, Crétinois, sur 2 lignes. Ça change tout. Ça change tout, c'est clair. C'est clair. Ça. Et ça change tout sur ce qu'on a vu sur le terrain, mais ça change aussi tout dans la tête des autres joueurs. Même si ça se trouve, il y en a qui seraient peut-être sur le banc si Jobello avait été là au Crétinois, mais ils ne sont pas forcément dans une logique individuelle. Ils sont dans une dimension collective pour tenter d'aller le plus loin possible. Et c'est un coup dur pour tout le monde que de savoir qu'au dernier moment, on ne peut pas compter sur des hommes de base du système mis en place par Mario Boccali sur les matchs de qualification. En tout cas, 4-0. Quand on sait qu'à côté, le Mexique a passé 7 à Cuba, on se dit quoi là pour le match de Cuba? Mais le Mexique est l'équipe favorite. Et comme à chaque fois. Je rappelle que
le Mexique, au classement des nations, il est en haut de la perche. Hein. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Habitué à la Coupe du Monde, le Mexique. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, nous, tout ce qu'on souhaite, et je pense que tous autour de la table et tous ceux qui nous écoutent, c'est que la Martinique, il n'y a pas d'autre issue. Il faut que nous gagnions Cuba pour espérer sortir au meilleur troisième, mais aussi, souhaiter aussi limiter la casse que le Mexique batte le Canada. Ah oui. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'a plus notre destin en main. Mais mathématiquement, ça va jouable. Oui, c'est jouable. Mais il faut gagner Cuba. Mais il faut absolument gagner Cuba. Comment on peut se... Mathématiquement, c'est jouable. En tout cas, pour terminer meilleur troisième. Même si avec 3 points, on n'est pas sûr du tout, en battant Cuba, de terminer meilleur troisième. Avec un goal average qui pour l'instant est à -4. Il faudra en tout cas assurer au moins 1 ou 2-0 contre Cuba. On sera à -2. Le Mexique batte et puis 2-3-0. Avoir un match de guerrier contre le Mexique. Je rappelle que le Mexique cette année a fait le choix d'emmener l'ensemble de son effectif à la Gold Cup. Et pas à la Copa América. Et pas à la Copa América. D'ailleurs, ils ne sont pas à la Copa América. Voilà. Donc, on retrouve par exemple Ochoa dans les buts pour le Mexique. Et je crois que cette équipe est venue, en tout cas ouvertement, remporter cette Gold Cup. Alexis. Alors juste, je vais revenir un petit peu sur cette Gold Cup en disant que pratiquement demain, on va rentrer dans la toute dernière phase de cette première journée des phases de jeu avec le groupe D qui va entrer en lice avec le Guyana qui va rencontrer les États-Unis et le Panama, Trinidad et Tobago. Alors aujourd'hui, on a des matchs. En ce moment, on se joue le Curaçao-Salvador avec 1-0 pour le Salvador. On est à la 80e minute. Et puis ce soir, vers 21h30, va se jouer Jamaïque-Honduras. Ces équipes-là sont dans le groupe C. On sait que le groupe A a déjà joué, le groupe B aussi, puisque le Canada a battu la Martinique 4-0, le Mexique-Cuba 7-0, Haïti-Bermude 2-1 et le Costa Rica-Nicaragua 4-0 pour le Nicaragua. Alors, je voulais quand même ajouter 2 faits importants. Merci beaucoup, Alex. Je voulais ajouter 2 faits importants à ce qu'a dit Alexis. C'est que d'abord, cette Gold Cup 2019 a une ouverture sur la Caraïbe et les organisateurs, les dirigeants de la CONCACAF, avec Maurice Victoire, il faut quand même le signaler, puisque notre Martiniquais, Maurice Victoire, fait partie de l'organisation de la CONCACAF, a une ouverture pour la première fois sur les pays tels que le Costa Rica, qui s'est imposé hier soir face au Nicaragua 4-0, et puis la Jamaïque. La Jamaïque qui mène sur le champion de la Caraïbe, ici, en Martinique, Curaçao, qui a surpris plus d'un. Dis-donc, c'est cette équipe de Curaçao qui a surpris plus d'un à Cuba lors de la dernière formule du championnat des nations de la Caraïbe. Qui est mené par le Salvador. Le Salvador. Et puis le Guyana, qui va jouer demain contre les États-Unis. Le Guyana qui sera sa première participation à la Gold Cup. Messieurs, Haïti à degré mode, Costa Rica, Mexique, États-Unis, que des nations qui sont déjà à l'eau mondiale. Hein? Panama. Costa Rica, il n'y a que des gros morceaux là. Mais avec le Panama. En plus des nations. Jamaïque est en France, c'est en France. France 98. Donc, la Coupe du Monde. J'ai envie de dire, mais qu'est-ce qu'on fait là, nous? Qu'est-ce qu'on fait là? Eh bien, on essaie de se hisser au niveau mondial. D'ailleurs, Costa Rica qui a sorti l'un des meilleurs gardiens du moment, là, qui joue Navas. Voilà. Keylor Navas, qui est un excellent. 20h45, on fait la pause. Durant l'anniversaire des 30 ans de la Galeria, RCI vous offre tous les jours, du lundi au vendredi, un bon shopping de 200 € à dépenser au centre commercial La Galeria. Envoyez RCI au 97 777, suivi du mot de passe cadeau, CADEAUX, et tentez de gagner 200 € de shopping à La Galeria. Chaque jour, 17h45, un tirage au sort désignera le ou la gagnante qui se verra offrir 200 € de shopping à La Galeria. Durant le mois de juin, jouez avec La Galeria pour ses 30 ans. 3 fois 75 centimes plus prix d'un SMS. La Galeria a 30 ans. Joyeux anniversaire!
Avec RCI, participez à la 2e édition des castings martiniquais de The Voice. Et cette année, pour la première fois, laissez les jeunes talents s'exprimer en s'inscrivant aussi au casting de The Voice Kids. Déposez votre vidéo musicale sur le site rci.fm. Et si notre jury local vous sélectionne, vous chanterez devant Bruno Berberes, casteur officiel de l'émission, et passerez peut-être les auditions à l'aveugle sur TF1. The Voice et The Voice Kids aux Antilles-Guyane avec votre opticien Lynx Optique, présent Guadeloupe, Martinique et Guyane. Les restaurants McDonald's Antilles et Madiana. Malchance, conflits familiaux, divorce, difficultés financières. Vous cherchez une vraie solution à tous vos problèmes? Contactez vite Pandit Rambaba, votre astrologue indien, guérisseur spirituel, expert en lecture sur visage, photos, paume de la main et horoscope. Il vous aidera à résoudre tous vos soucis. Amour, famille, travail, santé, chance, protection, examen. Résultats rapides. Pandit Rambaba vous reçoit 7 jours sur 7 au 48 rue Victor Schellcher à Fort-de-France. Plus d'infos au 06 96 44 22 68. 20h45. Et on est rentré dans le tout dernier quart d'heure. Oui, tout dernier quart d'heure de l'émission. C'est un plaisir, hein, Christian. De la 15e édition de la Gold Cup avec cette année 16 équipes. Ouais. Alors, demain pour nous. Demain, c'est préparer aussi. Chaque fois, on dit qu'on va tirer l'expérience du vécu. Ouais. Et on repart. Il y a une génération aussi de footballeurs, hein, les Abol, les compagnies Sébastien Crétinois, il y a du monde, qui sont niveau. Parce qu'il ne faut pas qu'on arrive comme le Panama. Le Panama, c'est l'équipe trentenaire, l'équipe des trentenaires, puisque les joueurs ont entre 27 et 30 ans. C'est les vieux briscards. Donc, on va suivre leur parcours. Tu as la moyenne d'âge martiniquaise? Ça fait 23 ans, c'est ça? 29 ans. 29 ans. 29 ans. 29 ans. Contre 21 ans au Canada. Qui a 30 ans dans l'équipe? Qui a plus de 30 ans? Babin. Parsemé à 30 ans, 31 ans, je crois. Cotinoir. Je dis 23, non, je me trompe. Cotinoir. Erel. Erel, c'est des 88. Erel Parsemé, c'est 88. Donc, il faut préparer l'avenir. Ouais. Ça veut dire qu'il faut investir dans le football jeune. Ça veut dire qu'il faut que nos jeunes soient confrontés à des compétitions dans la Caraïbe pour qu'ils puissent, comme vous dites, messieurs les spécialistes, muscler leur jeu. Alors, j'ai envie de dire quelque chose. Tout à l'heure, on a parlé de qu'est-ce qu'on faisait là. C'est pour rigoler. Ouais, non, je suppose. Mais justement, les Martininos, ils sont là pour prendre cette expérience. L'expérience, justement, du haut niveau. Du haut niveau. Et comme on parle, justement, de préparer la jeunesse, ben, c'est à eux, justement, de pouvoir retourner en Martinique et d'instaurer, justement, ce cadre professionnel, nous, en jeunes. Sauf que, au risque de me faire taper dessus, j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de footballeurs qui ont joué au niveau et qui remettent l'appareil aux jeunes. Ça, c'est vrai. Dans l'encadrement des jeunes. C'est quelque chose de très embêtant. Que je vais prendre l'exemple sur mon parcours à moi, où je suis président joueur, capitaine, entraîneur, président, arbitre de l'étendard. Et effectivement, je suis en train de lutter pour faire les anciens retourner, nous faire cette transmission. C'est facile? C'est compliqué. C'est compliqué parce qu'ils ont tous joué au foot à un certain niveau, on va dire au bon niveau en Martinique. Et maintenant, dès qu'ils ont arrêté, donc ils sont tous dans leur petit cocon et ils veulent pas transmettre leur savoir. Des champions de Martinique. Et ça, c'est problématique. Ouais. Parce qu'à aucun moment, nous, on a cet héritage et on ne peut pas continuer. Il n'y a pas de transmission. Et c'est ça qui est problématique, qui est gênant. Il faut signaler que M. le maire a fait un moment. Hein. Oui, non, on n'a rien à dire. Monsieur Ismaël, non, c'est bon. Il nous écoute. Monsieur Ismaël, Monsieur le maire, bonsoir, monsieur Ismaël. Il n'y a pas de souci avec monsieur le maire. Lui, il a été un grand joueur de l'étendard. Il a été entraîneur, il a été président. Il a tout fait. Ouais. Et je le remercie justement pour tout ce qu'il est en train de faire pour l'étendard de Belfort. Mais c'est une réalité. Les anciens joueurs sont rares à l'encadrement des jeunes. Ils ont leur raison peut-être. Christian disait quelque chose d'important, aussi Guillaume l'a dit, nos jeunes ne jouent pas suffisamment à l'extérieur, nos jeunes, à part la Guadeloupe, et le tournoi chaque année en France métropolitaine, ils ne vont pas dans la Caraïbe. On parle de Matinino, enfin les jeunes sélectionnés ou bien... Non, j'ai mal les Matinino, les jeunes, les 15 ans, ils vont où? Non, ils n'allaient pas, mais bon, les choses sont justement en train d'évoluer, puisqu'on a vu quand même
des équipes sur une année. Il y a dû avoir au moins 4 déplacements sur des tournois jeunes qui correspondent à ce que vivent les Martiniquais actuellement. Clairefontaine n'est plus l'objectif principal. Il y avait que ça chaque année, Clairefontaine. Il y a eu Bradenton pour les 15 ans féminines, d'abord, au mois d'août dernier. Il y a eu ensuite Bradenton pour les 20 ans masculins. Il y a eu les 17 ans masculins et je crois qu'il y a eu les 15 ans féminins, les 15 ans masculins. Donc les 17 ans qui sont partis avec Gaël Germany masculin, ils étaient déjà partis à Bradenton en U15 il y a 1 an ou 2, d'ailleurs avec Mario Boccali. Et donc tout ça pour dire que... Dans 3 ans, combien ils seront là? Dans 4 ans, la Gold Cup? Après, c'est justement, mais c'est cette volonté, c'est le souhait. C'est cette volonté politique qu'il faudrait peut-être mettre en œuvre de manière bien concrète pour que notamment les garçons U20 qui ont eu cette expérience à Bradenton, qui ont vu quand même évoluer, donc qui ont évolué contre le Canada. Il y a d'ailleurs quelques joueurs du groupe U20 Gold Cup qui ont eu à affronter la Martinique au mois de novembre en U20. Et c'est vrai qu'il faudrait qu'on soit peut-être dans cette logique de passerelle d'une catégorie à une autre pour permettre justement à cette sélection Fagnon Martinino de pouvoir prospérer rapidement et ne pas forcément parer d'efforts plus pressés. Parce que en fait, quand on arrive dans une compétition comme celle-là, à un moment on a besoin de joueurs capés aussi. Mais les instances nous écoutent. Je pense qu'une compétition comme la Guimargois, je pense qu'on peut là aussi l'élargir aux plus jeunes, par exemple. La Mutuelle Margaïa que je ne voulais pas citer, où il y a la compétition football pour les seniors, on peut aussi élargir aux plus petits. Alors, ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que le vrai travail, il est quand même fait par les clubs. Et c'est vrai que cette opportunité-là qui est laissée par la CONCACAF et les instances un peu internationales et locales de permettre aux jeunes d'évoluer à haut niveau, il faut justement que dans les années qui vont venir, que les jeunes footballeurs, qu'ils soient de l'étendard ou d'ailleurs, qu'ils comprennent qu'ils peuvent faire qu'ils vont devoir faire du haut niveau avec leur petit pays de Martinique, qu'il faut qu'ils se préparent à ça. Et se préparer à ça, c'est pas simplement au travers des stages que mettront en œuvre les entraîneurs de sélection 1 semaine, 2 semaines avant le départ, mais c'est se préparer déjà dans les clubs. C'est travailler dans les clubs, non pas dans un esprit de mon championnat de R1, je serai champion de R1 ou bien je gagnerai la Coupe de Martinique des U17. Mais c'est un peu ça. Mais c'est ce qui se passe. C'est surtout que à terme, je vais devoir aller représenter la Martinique dans un concert international et que je le veuille ou non, parce qu'il va bien falloir que les équipes défendent notre drapeau. Défendent le drapeau martiniquais. Voilà. Ok, défendent le drapeau. Le drapeau du Conlambi. Messieurs, donc, on a encore une chance face à Cuba, mais je sens que là, il faut gagner. Si on ne gagne pas, je crois que c'est fini. Oui, il faudra, en tout cas, quelle que soit la manière, il faudra gagner. Et puis ensuite, espérer un résultat positif contre le Mexique. Parce qu'à mon avis, le Mexique va, dès la 2e journée, assurer sa qualification. Mais je ne pense pas non plus que le Mexique lèvera le pied contre la Martinique. Non, en tout cas, si la Martinique gagne, Christian, on peut être dans de meilleures dispositions face au Mexique et puis faire un bon match. Oui, et puis c'est l'opportunité, c'est l'occasion aussi de montrer qu'on peut rebondir. Voilà. La défaite fait partie de la performance. La défaite, elle est cultivatrice d'une réflexion et doit permettre de rebondir. Et moi, je crois en cette équipe, l'équipe de Martinique. Et ça sera difficile, mais c'est aussi de montrer et de prouver qu'il y a un travail qui a été fait en amont, que depuis 18 mois, que Mario Boccali et son staff ont fait confiance à un groupe. Ce groupe nous doit à Mario Boccali et à son staff un retour. Et pour moi, c'est un accident, comme je le répète encore ce soir. Et face à Cuba, eh bien, ça devrait être une réalité. Il faut que ce travail porte ses fruits. Là. Ça doit porter ses fruits. Voilà. En
tout cas, on espère qu'il n'y aura pas un second accident, parce que là, ce serait... Christian, je retiens que Christian, il a sorti quand même un sujet de philo. La défaite fait partie de la performance. Oui, la défaite fait partie de la performance. Parce que... En plein examen. La défaite fait partie de la performance. La défaite fait partie de la performance parce qu'elle oblige à la réflexion. L'échec permet de une réflexion, je pense, qui a été menée d'ici là. Voilà. Et moi, tu disais tout à l'heure, Guy Albert, qu'il fallait que la Martinique gagne absolument ce match. Je pense que, bon, il faut qu'elle gagne forcément, mais je pense que d'abord, il faut qu'elle retrouve son âme, qu'elle fasse, j'ai presque envie de dire, le deuil de ce match, de cet accident. Finalement, je te rejoins, c'est un accident. Qu'elle passe à autre chose. On espère. C'est un accident. C'est un accident. Elle va passer à autre chose. Elle va se reconstruire en 2-3 jours et reviendra dimanche dans de meilleures dispositions pour revenir avec une victoire. Voilà. Une victoire qui va nous enivrer de bonheur. Ça sera le mot de la fin pour Guillaume Jules. Dominique. Oui, le mot de la fin. Je suis du même avis que les camarades sur le plateau. Qu'on puisse retrouver le jeu des dernières rencontres des Matinino, un jeu léché, organisé, qu'on a vu. On a vu ici la sélection de Martinique briller. Maintenant, toutes les forces positives, en tout cas, toutes mes pensées vont à l'ensemble de ce groupe et à Mario Bocalier et son staff. Louis Losbar, le mot de la fin. Joueur, capitaine, entraîneur, arbitre, président. Il faut le faire dans l'état d'or. Non, mais... Il faut le faire. Non, mais effectivement, nous tous, nous espérons une fin beaucoup plus positive pour les Matinino. Et face à Cuba, il va falloir effectivement sortir l'écrou, montrer qu'on a du caractère. Et effectivement, on peut perdre, mais il faut quand même perdre avec l'envie, la manière, avec la manière qu'il faut perdre. Et la perte de 4-0 contre le Canada, on n'a pas senti de révolte. Et ça, c'était peut-être le plus frustrant pour nous. Christian Boutrin, un mot de la fin. Ah bon, j'ai déjà tout dit. Hein. On se croise les doigts. On est tous derrière nos Matinino. C'est pour la victoire, nous qu'à aller. Alexis, c'était un plaisir, Alexis. Ben oui, de partager. On gagne mercredi. Écoute, le plaisir, c'est de se retrouver mercredi soir à la même... Jeudi soir. Ah, mais j'ai pu entendre mercredi. Oula, voilà, je ne savais pas. Alors, on aurait dû suivre la première partie du match en direct. Voilà. On sera là, Martinique-Cuba. On sera à l'antenne jeudi, donc rendez-vous. Ah, ben très bien, je suis preneur, on est partant. Un grand merci à Christian Boutrin, un grand merci à Louis. Pour donner le score quand même. Oui, d'ailleurs, je suivais ça. Il y avait 4 minutes de temps additionnel pour ce match-là. Alors, on y arrive. Le Salvador a battu Curaçao. 1-0. Voilà, le match est terminé à l'instant là. Voilà, donc un grand merci à Guillaume. Et tout à l'heure, on va suivre le match Jamaïque-Honduras. Ok, un grand merci à Guillaume Jules, un grand merci à Dominique qu'on va retrouver donc jeudi soir. Puis un grand merci Alexis, ça a été un régal. On va se retrouver aussi toute l'équipe jeudi soir. Merci à Jean-Claude. Dans quelques instants, ce sera Muriel. Bonsoir. Allez, bonsoir.